savez qu'en Europe, la grande caractéristique des hommes politiques, ils apprennent beaucoup l'histoire, plus que leur spécialité. Marx dit que quand vous ne connaissez pas l'histoire, vous êtes appelé à la répéter. Quand vous regardez les événements politiques, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui, ça s'est fait avant. Ça s'est fait avant ça. Mais quand vous avez une génération spontanée d'hommes politiques qui ne disent que les journaux, ils ne connaissent rien. Quand vous prenez les grands hommes politiques en Europe, ils connaissent les grands littéraires, les grands penseurs, les grands philosophes de leur nation, l'histoire de ceux qui ont dirigé le pays. Chez nous, les gens ne connaissent rien du tout. Ils viennent seulement, on fait le ho-ha-ho, on a de l'argent, on devient responsable, et puis on a une de renommée. Les autres qui ont fait ces choses-là, ils les manipulent. Ils étudient les psychologies. Quand vous regardez par nos dirigeants, ils sont très sensibles à la flatterie. Ils aiment beaucoup ça. Et les Européens ayant compris ça, vous verrez quand un dirigeant africain est chez eux, la première des choses, ils essaient de créer des amitiés, des familiarités légères qu'on ne doit même pas faire avec un chef d'État. Mais quand c'est les Africains, vous avez vu le français, là, comment il s'appelle, Macron, après dans le dos de Ibeka, ça c'est Hollande. Macron qui prend le président burkinabé, il dit aux gens, ouais, il est parti aux toilettes, le courant va s'éteindre bientôt. Vous voyez, en réalité, quand ils leur font ça, eux, ils sont très contents. Mais eux, ils ont leur projet. Même quand ils arrivent chez nous, ils commencent comme ça. Au début de l'opération Serval, par exemple, moi j'ai assisté à une réunion avec un certain nombre de personnalités. Tout de suite, les Africains, c'est les blagues familiales. Moi, je suis assis, il y a quelqu'un qui a voulu. Les Européens s'assoient, ils nous observaient. Il est venu essayer de blaguer. Je lui ai dit vraiment, asseyez-vous à votre place. Quand on finira notre réunion, on aura le temps de blaguer. Et quelqu'un dit, oui, le DAF, c'est l'homme le plus important ici. Les Européens notent tout ça. Ça veut dire que les gens sont portés sur l'argent. Pour celui qui a l'argent est le plus important. Bon, c'est des petites choses comme ça qu'ils accumulent et ils n'ont aucune considération pour nos dirigeants. C'est pour cela que dans ces pays-là, ils sont convaincus qu'il n'y a pas de dirigeants africains qu'on ne peut pas corrompre. Les chefs d'État deviennent des petits commissionnaires. Il y a des pays, quand les gens vont leur rendre visite, ils mettent des enveloppes d'argent dans leur chambre. Moi, je connais des présidents ici. Ils vont en délégation dans certains pays que je connais. On vient dans la maison, de la chambre de chaque membre de délégation, on met des enveloppes en euros, d'autres en dollars. Bon, ils sont très contents quand ils reviennent. Mais celui qui fait ça, il sait pourquoi il fait ça. Il fait ça du premier au dernier de la délégation, jusqu'au président. Tout ça, ça dénote un peu de la nature des gens, comment ils vont les influencer. Comment vous pouvez imaginer qu'un chef d'État devient un commissionnaire d'un autre chef d'État? On l'a vu ici, les gens ne le savent pas, par exemple, nous on l'a vu. Ou bien vous partez dans un pays 2 fois, 3 fois, 4 fois, même suivant les usages diplomatiques, ils refusent de venir chez vous. Mais en attendant, ils vous vassalisent avant, par des cadeaux, par des petits accueils. Vous dites que c'est votre ami. Bon, lui, il sait ce qu'il cherche. Donc les gens ne lisent pas chez nous. Moi, j'ai vu récemment, j'ai fait un livre, bien sûr, à sensation, semble-t-il. Il y a des gens qui viennent critiquer le livre. Vous savez ce qu'ils disent? Ah, je ne l'ai pas lu, mais on ne doit pas l'écrire maintenant. Le pays est dans les problèmes, c'est pas maintenant d'écrire. Mais est-ce que le cerveau, la nuit, là? Mais c'est pendant les périodes difficiles qui est la plus grande créativité. Vous savez, en médecine et dans la science, les plus grandes inventions sont faites pendant les moments de conflit. Parce qu'on cherche des solutions urgentes aux problèmes. Et puis, j'ai dit, ça dépend des gens. À mon temps, c'est travailler, lire, écrire, dormir, faire du sport. D'autres préfèrent aller dans les grains, faire toute la journée là-bas, à raconter des histoires sur le dos des gens. J'ai écouté même un historien qui dit que lui, il est historien,
que leur professeur leur avait dit un jour, quand ils voulaient savoir ce qui s'est passé à Sikasso pendant la colonisation, que non, il ne faut pas parler de l'histoire. Mais ce monsieur-là, comment il sait ce qui s'est passé, au point de vous dire qu'il ne faut pas en parler? C'est parce qu'il y a un Européen qui a écrit. Pourquoi nous, on n'écrit pas? Parce que tout ce qui touche à la personne, les gens laissent. Vous faites un débat, au lieu de s'attaquer à vos idées, c'est à votre personne que les gens s'attaquent. Donc si vous avez peur, vous rentrez sous le lit, comme je dis, vous fermez la porte et vous dites à votre femme, le prochain arrivé, vous dites que j'ai voyagé. C'est comme ça. Donc c'est la mentalité des gens. Un livre que tu n'as même pas lu, comment tu peux le critiquer? Ou bien certains s'attaquent à la personne. Ils l'injurent, ils rentrent dans ces problèmes. Finalement, eux-mêmes, ils font la publicité. Vous savez, les livres dont vous parlez là, les adversaires ont fait la publicité pour ces livres-là, au point qu'il y a eu des ruptures de stock. Plus de 4, une liste d'attente de 400 personnes chez une seule librairie. Avant que l'imprimerie n'en produise des milliers. Parce que tout le monde voulait savoir, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là? Pourquoi tout le monde, bon, je les appelle les illustrés inconnus, parce qu'au Mali, il y a beaucoup de réputations surfaites. Hein. Il y a beaucoup de gens qui parlent, mais quand ils s'assoient devant des sachants, ils ne peuvent pas parler. Il y en a qui préfèrent être avec des jeunes qui ne comprennent pas grand-chose, qui applaudissent, qui les adorent. Mais s'ils ont quelqu'un en face de la même génération, c'est comment? Et comme ça, on a une jeunesse, d'une façon générale, ce que j'ai remarqué, on a une jeunesse très peu instruite. Vous ne trouvez pas un jeune qui vous a dit qu'il a lu un livre entier. Ça n'existe pas. C'est des portions. Plus le temps est rapide maintenant. On a amené TikTok, on a amené des choses de quelques secondes. Mais quand vous partez dans les pays qui ont inventé ça, vous partez par exemple dans les pays comme la Chine, les enfants ne vont jamais les laisser toute la journée devant l'ordinateur. Il y a des moments courts ou pour distraction. Le reste du temps, ils sont dans les algorithmes, dans la mathématique, dans la chimie. C'est des choses comme ça qu'ils regardent. Vous partez aux États-Unis, ceux qui inventent les tablettes là, leurs enfants ne sont pas toujours en train de jouer aux tablettes. Le président là-bas, ses enfants, il n'y a que samedi, dimanche, il y a un temps où ils regardent la télé. Le reste du temps, leur père et leur maman sont en train de faire des exercices avec eux. Mais chez nous, dès que quelqu'un a des moyens, il achète des ordinateurs et donne à son enfant. Donc, on formate notre cerveau comme ça. Les gens ont l'impression qu'ils sont à la mode. En réalité, ils deviennent des consommateurs inconscients. Celui qui organise tout ça, lui, il s'enrichit sur le dos des gens. Et les gens deviennent des abrutis en quelque sorte, qu'on peut manipuler quand on veut. On met dans leur tête ce que tu veux. Par exemple, avant, quand tu parlais de l'uranium du Niger, vous verrez des hommes politiques français qui vont dire « Non, 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 le Niger ne pèse même pas dans notre part énergétique. » Mais il y a des gens qui croient à ça. Mais quand on a commencé à couper, c'est là que les problèmes ont commencé. Comme disent les Bambara, on a vu l'âne sous la moustiquaire. Quand les problèmes ont commencé, vous avez dit, le président du Niger dit qu'une fois, pendant qu'ils avaient la crise, il y a un pays européen qui voulait intervenir. Le président de France l'a appelé pour lui dire pour parler en Bambara, de ne pas mettre sa bouche dans les affaires du Niger. Que le Niger, c'est pour eux, c'est pas pour les autres. Et l'autre a laissé. Imaginez-vous, un pays, vous dites à quelqu'un de ne pas parler avec les gens parce que ce pays, vous êtes les seuls. Moi, j'ai été dans les pays du Moyen-Orient. Il y a quelqu'un, quand je l'ai vu, j'ai dit, vous savez, moi, j'ai failli ne même pas venir chez vous parce que dans notre pays, on nous dit que vous ne faites que ce que la France vous dit de faire. Est-ce que vous savez que dans certains pays, on leur a dit que même pour parler aux Africains, il faut parler d'abord avec les Français ou avec les Européens. Même pour leur parler. Vous savez, quand il y avait la fameuse opération G5 Sahel, G5 Sahel a demandé 2 milliards qu'ils n'ont jamais eu, pendant qu'on mettait 100 et quelques milliards en Ukraine en quelques mois. Vont commander dans les pays arabes. Quand ils trouvent 100 ou 200 millions, il y a un pays qui collecte au nom des Africains.
Il met les 90 millions dans sa poche. Les 10 millions qui restent, il prend des vieux équipements chez lui, il les repeint et on les file aux Africains. Moi, j'ai vu des pays où des militaires ont eu des jambes coupées parce qu'ils sont montés sur un vieil équipement qui s'est effondré en coup de route. C'était des épaves qu'on a peinturées pour leur donner. Il a perdu ses pieds comme ça. Mais celui qui ose parler, ils vont voir vos autorités démocratiquement élues pour vous arnaquer, pour vous marcher. Si c'est un militaire, on le menace. On lui dit, bon, il voulait faire un coup d'État, on le met en prison. Ou bien on le casse en grade. Si c'est un civil, on lui donne de l'argent, ou bien on le baga. Et puis c'est tout. Bon, ce système-là, il n'y a que les écrivains qui vont écrire petit à petit, que les gens aient le goût de la lecture. Pour qu'ils soient... Moi, je ne vous ai parlé seulement que du domaine politique que je connais. Mais il y a beaucoup d'autres domaines. Il faut que les gens disent. Chez nous, les gens ne disent pas du tout. Souvent, je me demande comment développer le goût de la lecture. On a énormément de problèmes pour le faire. Même des paragraphes. Quelqu'un comme les Yambo Welegem, les Amadou Ampateba, les Philippe Dabo, quand vous les lisez pour un homme public, vous n'avez besoin de rien apprendre ailleurs. Vous avez tout dans leurs écrits. Mais on connaît plus l'histoire de la France du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Ici, quand quelqu'un parle pour montrer qu'il est instruit, il cite des grands penseurs, des philosophes de la Grèce antique, de la France. C'est comme ça qu'il impressionne les gens. Moi, j'ai été une fois à une oraison funèbre d'un président. J'ai vu tous ceux qui ont passé ici, des grands penseurs français. J'ai dit, mais quelle misère culturelle. Alors qu'on avait tout chez nous. On pouvait trouver des dictons de notre pays, ainsi de suite. Vous savez, dans notre histoire, les Maliens ne connaissent rien. J'ai dit récemment à des militaires, quand vous regardez quand l'opération Serval est intervenue chez nous, en 2013, les militaires ont suivi exactement l'itinéraire de l'armée coloniale. Je l'ai dit en décembre 1893, le premier soldat qui a quitté Mopti pour aller en direction du nord, pour aller coloniser Tombouctou, il s'appelait Boité. Mais c'est un Boité qui est mort ici 120 ans après. Ils ne font rien au hasard, même les appellations des opérations. Barkhane, Serval, Takuba, tout ça, ça a une signification. On n'amène rien au hasard. N'est-ce pas? Bon, c'est tous ceux qui veulent diriger le Mali. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez rien comprendre. Parce que l'avantage des Européens, c'est qu'ils écrivent. Ils laissent tout. Vous savez, avant, les militaires, dans tout, ils rendent compte au roi. Ces livres ne sont plus vendus. On peut trouver certains sous forme numérisée. Donc quand vous lisez, vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe au Mali aujourd'hui, il vous suffit de lire ces livres-là. Même les groupes ethniques qui ont des penchants pour aller avec l'étranger contre les autres, même ça, ils ont fait. Donc vous voyez, même leurs descendants en politique, vous allez voir comment ils sont soutenus. Bon, nous, on ne voit pas ça. Moi, je suis tombé sur une lettre écrite par le gouverneur militaire de Caille en décembre 1893, qui donne des instructions écrites au gouverneur de Tombouctou. Il lui dit, tous ceux qui ont la peau blanche au nord, là, il faut les supprimer. C'est le mot qu'ils utilisent, supprimer. Il faut les empoisonner les patriotes. Et le militaire l'a dit même qu'il espère qu'un jour ils auront l'aviation pour épandre les poisons partout, pour les supprimer tous. Vous savez qu'à cette période-là, c'est des Noirs qui cachaient leurs frères arabes de Touareg. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Moi, j'ai perdu plusieurs grands-pères chez nous. Leur seul tort, c'est qu'ils vivent ensemble. Ils cachent leurs... Vous savez, vous mélangez leurs animaux
avec les vôtres, parce qu'on devait interdire à leurs animaux de brouter de l'herbe. Ou bien on les cache sous les lits. On vous prend, on coupe la tête de quelqu'un pour donner l'exemple. Les autres, on les déporte en Guinée ou à Gorée. Ils font 15 ans de prison, d'autres reviennent, il y en a qui meurent, d'autres retournent, ils racontent aux petits-enfants. Bon, la nouvelle génération, si elle ne connaît pas ça, c'est difficile de gouverner. Bon, quand vous voyez les descendants de ces mêmes gens tenir un autre discours, vous posez des questions. Donc c'est à force de ces interrogations souvent que moi je me pousse à écrire. Actuellement, par exemple, j'ai un ouvrage en chantier, peut-être dans 2 ou 3 mois il va sortir. C'est consacré exclusivement à la résistance des populations du Nord à la pénétration coloniale, en mettant l'accent sur le rôle des Touaregs et des Arabes. Parce que ce n'est pas suffisamment connu, surtout par les dirigeants politiques. Et les gens exploitent ça dans les conflits politiques actuels. Vous voyez? Bon, avant, j'avais écrit un peu sur la pénétration et l'histoire des peuplements du Nord. Mais cet aspect n'a pas été suffisamment traité. Même là, vous savez, c'est quand on a renvoyé l'amunissement que j'ai eu une ruée de gens qui sont venus acheter les livres. Tout le monde voulait rentrer avec mon premier livre chez eux. Donc c'est important qu'ils cherchent à comprendre. Mais avant, il n'y avait rien. Et si vous savez qu'on a trouvé que sous le couvert de l'opération dite des 3 frontières ou Takuba, on voulait transformer Menaka en une zone d'entraînement des forces spéciales de l'Union européenne. Tous les pays, on avait plein de demandes. Tout le monde voulait envoyer ces forces spéciales. Les premiers qui ont couru pour venir, c'était les Danois. Ils n'avaient aucun papier. Il y avait les Portugais, il y avait les Hongrois qui avaient leurs demandes. Quand on a dit, mais comment vous êtes venus? Ils disent, non, non, c'est l'ancien président. Mais on dit que l'ancien président est mort. Et puis son papier, c'est là-dedans que quand vous arrivez, c'est vrai, il leur a donné presque carte blanche pour venir, mais quand vous arrivez, les opérations militaires, il faut les convenir avec les Maliens. Au lieu de cela, on dit aux Maliens, vous ne partez pas dans cette zone. Quand l'armée veut aller, on dit non, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Donc, c'est lui qui ne comprend pas ça là. Vous allez rester seulement, on vous donne de l'argent, vous voyagez, vous avez des parfums, et puis c'est tout. C'est la jouissance qui vous intéresse. Bon, si vous êtes à la tête d'un pays, vous allez le vendre par omission, souvent même sans savoir. Alors que les autres, ils sont imbus d'histoire. Ils lisent beaucoup comment les choses se sont passées. Quand Hollande a écrit, il a marqué cette histoire de boiteux. Et moi, j'avais écrit ça avant lui. Donc vraiment, les pays comptent beaucoup sur vous, surtout la jeunesse. Et puis la lecture, ça ouvre l'esprit des gens. Quand vous lisez certains livres-là, j'ai dit aux gens, les livres de Marx, par exemple, Le Capital, si vous le lisez intégralement, même si vous n'êtes pas d'accord, ça va rester un impact sur votre manière de raisonner et d'aborder les problèmes. C'est ça l'avantage du livre, ça t'ouvre l'esprit, quoi. C'est pas que tu retiens tout ce qui est là-dedans. Et donc c'est vraiment quelque chose de très utile. Maintenant, ce que je vous conseille, il faut écrire au président. Vous savez, c'est la nouvelle génération. Je pense que aujourd'hui, le président, le ministre de la Culture, il veut mettre la culture au centre du nouveau Mali. Il faut lui écrire et lui donner tout l'honneur pour ça. Il va juger, il peut déléguer son premier ministre, ou bien lui-même il va prendre en charge, ou dire de le confier à des ministres. Comme ça, c'est un niveau plus haut. Que ça, il faut que vous-même vous adressiez à lui. Je pense que c'est très valorisé, parce qu'il accorde beaucoup d'importance à la culture aujourd'hui. Le ministre de la Culture d'ailleurs profite pour souvent s'imposer aux autres. Quand il parle de culture, là, vous ne devez pas le contester. Parce que la culture, c'est quelque chose de très, très important. Pour le Malikoura qu'on veut faire, là, sans la culture, ça ne va pas. Parce que comme on dit dans la vie, quand l'homme perd tout, ce qui lui reste, c'est la culture. C'est la chose que vous ne pouvez pas lui enlever. Vous pouvez le tuer, vous pouvez l'affamer, vous ne pouvez pas lui enlever sa culture. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup. Je pense qu'il faut aller de haut en bas, comme on dit, de haut en bas. Il faut saisir le président avec vos initiatives. Je suis sûr que quand il va examiner ce dossier, parce que c'est ultra stratégique cette question, c'est nouveau chez nous, il va donner à ça l'importance qu'il faut.
Et comme c'est les Maliens de l'extérieur, c'est la culture, je crois que les deux ministres vont être les vrais maîtres d'œuvre, ceux qui vont vous accompagner dans tout. Mais si c'est la présidence qui pilote ça, nous allons au niveau du gouvernement traiter ça, comme on dit, avec les deux mains. En tout cas, merci beaucoup. Et nous sommes très heureux de votre visite. Je crois que ça doit avoir une suite pour que dans quelques années, vous puissiez vous rappeler de l'année 2024, année au cours de laquelle vous avez posé une nouvelle pierre dans la construction nationale, en initiant cette organisation qui me semble très très importante pour l'avenir de notre pays. C'est ce que je veux dire, M. Diakité, et merci beaucoup.